Si, toi, t'as un pouvoir de... Ouais. Bonsoir, bienvenue au conseil municipal du lundi 25 septembre. Je pense que tout le monde est arrivé, on a certains absents ce soir qui ont donné des procurations. En préambule de l'ouverture du conseil municipal, je voudrais faire une petite déclaration concernant les événements qui se sont produits au Maroc et en Libye. Voilà, des pays qui ont subi des catastrophes naturelles et surnaturelles exceptionnelles, avec un nombre de personnes malheureusement qui ont perdu la vie et beaucoup de blessés. Donc je voulais qu'on ait une pensée pour eux. Je signale que lors du prochain conseil municipal, je vais proposer une délibération pour apporter des aides financières à ces deux pays. Voilà, donc on n'a pas pu la constituer pour ce conseil d'administration. Et en tout cas, en attendant, je vous propose... Municipal, pardon. Et en attendant, je vous propose de respecter une minute de silence. Donc je vais demander à tout le conseil municipal de bien vouloir se lever pour respecter une minute de silence pour ces personnes. Les personnes du public peuvent se lever aussi. Je vous remercie. Bien, je vais vous faire d'abord les personnes qui sont absentes du conseil municipal aujourd'hui. Donc, Madame Chevalier est absente, elle a donné son pouvoir à Madame Pierre. Monsieur Michel, absent, il a donné son pouvoir à Monsieur Joly. Madame Horry est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Hervé. Monsieur Salle est absent et il a donné son pouvoir à Monsieur Leroy. Madame Oran est absente, elle a donné son pouvoir à Madame Pinard. Monsieur Saunier, absent, le pouvoir est à Monsieur Roulet. Et Monsieur Dégaré, absent, le pouvoir est à Madame Lerussard. J'espère n'avoir oublié personne. A priori, non. Très bien. Je vous demande de bien vouloir commencer par le secrétaire de séance et je vous propose de nommer M. Salio comme secrétaire de séance ce soir, si personne n'y voit d'inconvénient. On commence le conseil municipal par le procès-verbal de la séance du lundi 26 juin, qui accompagnait donc la convocation au conseil d'aujourd'hui. Je vous invite à formuler des remarques, s'il y a des remarques particulières par rapport à ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Très bien. Écoutez, on va passer à l'ordre du jour des délibérations. La première délibération concerne les décisions prises par délégation du maire d'avril à juin 2023. Donc vous avez reçu pour cette délibération, donc là il s'agit de prendre acte, tout simplement, des décisions qui sont prises par le maire en délégation du conseil municipal entre le 1er avril et le 30 juin 2023. Donc vous avez eu la liste concernant les décisions concernant l'urbanisme. Donc toute la liste est dans les délibérations. Les délégations des marchés publics également, qui ont été notifiées du 1er avril au 30 juin 2023. Les délégations sur la population et les concessions accordées par délégation du Conseil concernant les concessions. Vous avez également la vie associative et le foncier gestion des locaux. Et enfin, la culture. Donc, vous avez toutes ces délégations qui ont été prises. Donc, il s'agit de prendre acte de ces décisions. Est-ce que nous sommes d'accord pour en prendre acte? Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas de questions. Donc, nous prenons acte. Délibération numéro 2. Donc, elle concerne les finances et les créances éteintes. Et je passe la parole à Monsieur Leroy. Merci, bonsoir. Donc, en ce qui concerne les créances éteintes, donc par courrier du 10 juillet 2023, le Centre des finances publiques de Guichen désormais nous a adressé un état des présentations des créances éteintes de titres de recettes pour la commune pour un montant de 3 423,82 € suite à un surendettement et une décision d'effacement de la dette. Donc je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de ces créances pour ce total et d'acter la dépense de ce montant et de le mandater au compte 6542 créances éteintes.
Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, finance encore, créances admises en non-valeur. Monsieur Leroy. Donc par le même courrier, donc le Centre des finances publiques nous a aussi adressé une présentation des créances admises en non-valeur de différentes recettes entre 2018 et 2019, dont les montants sont inférieurs au seuil de poursuite, c'est-à-dire 30 € pour un total de 1267,04 €. Donc de la même façon, je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de cette créance pour un montant total de 1267,04 € et d'acter la dépense et de le mandater au compte 6541, créances admises en non-valeur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4 concernant les finances, toujours assujettissement à la TVA des remboursements de caution de la ZAC Vert-Buisson. Monsieur Leroy. Oui, là, c'est une délibération un petit peu technique. Donc, la SPL NOA qui gérait les opérations immobilières de la ZAC du Vert-Buisson a été dissoute en juin 2023, comme vous le savez. Toutes les opérations d'acquisition et de vente ont été réalisées préalablement à la clôture, mais le budget de la ville reprend le remboursement des cautions, donc avait été versé à l'époque par les acquéreurs au moment de l'achat de leurs biens immobiliers. Les cautions étant encaissées par la SPL avec la TVA, il convient donc d'appliquer la TVA sur ces remboursements. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver l'assujettissement de la TVA à compter du 1er octobre 2023 des remboursements de caution versés par les propriétaires de terrain de la ZAC au moment de leur acquisition au budget principal et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires liées à l'assujettissement de la TVA auprès du service des impôts des entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Eh bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5. Donc là, toujours les finances. Il s'agit de la majoration de la cotisation due au titre des résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Monsieur Leroy. Oui, merci. Alors là, je vais développer un petit peu. Donc, le 25 août dernier, donc, paraissait un décret ajoutant au 1er septembre l'agglomération de Rennes à la liste des agglomérations figurant en zone tendue. En plus de Rennes, donc 15 communes de la métropole font partie de cette liste, dont Bru. On appelle zone tendue une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérise notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens, le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'aménagements annuels dans le parc locatif social, ou encore par la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autre que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. Donc concrètement, dans ces villes, le loyer d'un nouveau locataire ne pourra dorénavant pas excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire et le préavis de location est réduit de 3 à 1 mois. Le but de cette démarche est de limiter la hausse des loyers pour favoriser un accès au logement. De plus, et pour cette même finalité, l'article 1407 ter du Code général des impôts permet au conseil municipal de majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. L'objectif de cette majoration est d'inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif ou à la vente des biens non affectés à la résidence principale. Ainsi, pour Bru, la majoration maximale de 60% est proposée ce soir. La taxe moyenne de cette part communale s'élève en 2023 à 583 € par logement. Elle passera donc à 933 €, toutes choses égales par ailleurs. Je vous demanderai de bien vouloir décider de majorer de 60% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés à compter du 1er janvier 2024 et de charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Roulet. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Bru fait désormais partie des zones tendues en matière de logement. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne parce que ça signifie que nous sommes une commune attractive, que les gens veulent y venir vivre ou y conserver un pied-à-terre. Mauvaise, car cela signifie aussi que nous avons des difficultés à accueillir ces personnes. L'accès à la location dans le domaine privé, d'appartements ou de maisons, est de plus en plus difficile, vous l'avez dit tout à l'heure. Par ailleurs, la demande de logements locatifs
sociaux n'a jamais été aussi forte. La construction de nouveaux logements, tant dans le secteur social que dans le secteur privé, connaît aujourd'hui un ralentissement pour de multiples raisons que nous connaissons tous. Être classé en zone tendue nous redonne certes de la liberté et de l'autonomie dans l'évolution de nos recettes, mais la majoration de la taxe d'habitation sur résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale aura-t-elle l'effet attendu ? Faut-il penser que la tension sur le logement à Bru sera réduite ou traitée par la surtaxation des quelques 300 logements concernés de la commune ? L'enjeu ne dépend-il pas plutôt de la construction et de l'évolution du logement dans notre ville et plus généralement sur la métropole ? Alors, nous pouvons comprendre, bien sûr, que des communes comme Dinard, Saint-Malo, d'autres communes touristiques appliquent une majoration conséquente de la taxe d'habitation. Cependant, à Bru, nous ne sommes pas touchés de la même façon que ces communes où les pourcentages de résidences secondaires sont importants. Faut-il alors profiter de cet effet d'aubaine ou pour le moins proposer une telle augmentation de la taxe d'habitation quand on sait le peu de logements concernés et qu'il s'agit souvent de logements appartenant à d'anciennes familles brusoises, à des personnes en cours de succession, voire même des logements communaux inoccupés ? Et la question se pose, avons-nous une vision précise des types de logements et de propriétaires qui seront touchés par cette mesure ? Après Paris qui a augmenté sa taxe foncière de 62%, Grenoble plus 33% et bien d'autres villes encore, Bru va s'illustrer avec un plus 60% d'augmentation de sa taxe d'habitation sur quelques habitations. Effet d'aubaine peut-être, mais nous comprenons aussi dans votre décision que vous stigmatisez les quelques propriétaires de résidences secondaires sur la commune. Cette mesure aura-t-elle pour autant un effet positif sur la remise en location de ces logements, sur leur réhabilitation, puisque certains, s'ils ne sont pas loués, c'est parce qu'ils sont classés en catégorie G, qu'ils sont de véritables passoires thermiques et qu'ils ne pourront de toute façon pas être remis en location sans de gros travaux au préalable. Voilà, je fais un petit rappel aussi de la chronologie de cette délibération, parce que ça nous a beaucoup surpris. Le 29 août, nous recevons l'ordre du jour de la commission du 5 septembre, et le sujet de la taxe d'habitation n'y figure pas. Le 4 septembre, nous recevons l'ordre du jour avec les projets de délibération, et le sujet ne figure toujours pas à l'ordre du jour. Le 5 septembre, nous découvrons la délibération en commission sur l'augmentation de la taxe d'habitation, donc en séance. Le taux n'est pas renseigné, il serait mis en débat. Mais on nous annonce que l'augmentation serait conséquente. Enfin, du moins, c'est ce qui est annoncé dans la séance, et que ce serait de l'ordre de 10 à 20%. Le 8 septembre, nous recevons le compte-rendu de la commission avec la taxe d'habitation, mais toujours sans annonce du taux. Et c'est seulement mardi dernier que nous recevons la délibération avec enfin le taux de 60%. Alors la question, la décision est-elle si difficile à prendre ? Je peux déjà répondre à la question que vous posez. Est-ce que la décision est difficile à prendre ? Oui, elle a fait débat. Je veux dire, on est une équipe municipale, unie, et quand on a à prendre des décisions comme ça, on en débat entre nous. Et donc, il a fallu effectivement qu'on y réfléchisse et qu'on prenne une décision par rapport à ça. Les avis étaient partagés, je vous avouerai bien, mais on a dégagé une majorité quand même pour aller sur cette taxation à 60%. Alors, quels sont les effets attendus ? C'est simple. C'est pas de faire des recettes supplémentaires. C'est bien que des logements qui sont en résidence secondaire sur Bru arrivent sur le marché de la location ou sur le marché de la vente. Aujourd'hui, vous l'avez dit, tout le monde le reconnaît, nous n'avons pas assez de logements pour loger tout le monde. Donc, prendre la décision de mettre en place ces taxes sur les résidences secondaires et de les taxer au maximum voulu, c'est bien pour inciter les propriétaires à mettre leur logement sur le marché, pour qu'ils puissent soit être achetés, soit être loués. Voilà, la décision, elle est là, il ne faut pas aller chercher plus loin. Je ne sais pas si Bertrand peut compléter. Moi, non, je voulais juste compléter quant à la chronologie. On a reçu le courrier donc classant Bru en zone tendue le 25 août pour une décision qui a été prise relativement quand même rapidement eu égard aux échanges qu'on a fait. Donc les pourparlers et puis le fait qu'en commission
qu'en commission, on n'ait pas affiché le taux tout de suite, nous donnait quand même le temps nécessaire pour la réflexion et cachait pas du tout une quelconque envie d'attendre le dernier moment pour diffuser ce taux. Taux d'ailleurs, donc je sais pas d'où sort les 10 à 20%, mais c'est pas du tout ce qui a été dit en commission. En commission, je me rappelle très bien du terme, c'était significatif et pas du tout de l'ordre de 10 à 20%. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Ah, Julien? Monsieur Salio, pardon. Bonsoir. Juste sur la question de est-ce que ça porte des solutions? On peut aussi se dire que du coup, l'argent que ça peut effectivement rapporter, cette augmentation, elle va être utilisée dans le cadre du logement, et notamment par exemple sur la question de la rénovation des logements, pour permettre d'agrandir le parc de logements temporaires de la ville qui est géré notamment en lien avec la commission permanente du CCAS, où là aussi il y a de la demande, et donc ça permet de loger des gens, très clairement. Donc de façon indirecte aussi, c'est une décision qui sera utile pour permettre de loger des gens. Tu vas le dire. Monsieur Kermarek. Non, je veux dire, il y a aussi un autre argument qui est que les gens qui ont des résidences secondaires dans des endroits où ils seraient particulièrement taxés peuvent faire un switch entre la résidence secondaire et la résidence principale. Et en prenant cette décision, a priori, on va modérer ce genre de gymnastique, si je puis dire. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions, donc je passe au vote. Qui vote contre? 7 votent contre. Qui s'abstient? Proposition adoptée, moins 7 votes contre. Alors, nous sommes toujours sur les finances, et là, nous sommes sur la fourniture de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique, ou label équivalent, pour les besoins de la cuisine centrale de la ville de Bru. Monsieur Leroy. Oui, donc dans le cadre de la fourniture des denrées alimentaires pour la cuisine centrale, une procédure d'appel d'offres est ouverte sous forme d'un accord cadre à bon de commande avec maximum, donc a été lancé en mars 2023. Donc à la suite d'une erreur technique dont je passerai les détails donc dans les quantités estimatives, certains lots ont été déclarés sans suite et une nouvelle procédure d'offre a été réouverte en mai 2023 pour les lots qui posaient problème. La commission d'appel d'offres s'est réunie le mercredi 13 septembre 2023 à 19h30 pour valider les candidatures et attribuer les marchés aux entreprises dont vous avez la liste dessous. Les accords cadres sont conclus pour une durée initiale de 12 mois. Donc à l'issue de cette durée, ils pourront être reconduits 3 fois maximum, donc pour 4 ans en tout, par période de 12 mois. Et la durée maximum donc, est fixée donc, à 48 mois. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les 2 marchés pour la ville de Bru. Merci. Merci, Monsieur Leroy. Bon, Monsieur Kluchnikov va nous laisser, malheureusement. Problème de santé. Très bien. Donc vous faites un pouvoir? Oui. D'accord. Très bien. Nous continuons. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération concernant la fourniture des denrées alimentaires à la cuisine centrale? Non, il n'y a pas de déclaration. Merci, Monsieur le maire. Simplement pour dire que la commission, effectivement, s'est bien passée et puis qu'il y avait tout le détail qu'on souhaitait. Donc, merci au service aussi de la ville et à ceux qui se sont mobilisés, on va le dire comme ça. Qui ont payé de leur personne. Voilà, oui. qui ont fait don aussi de leur personne. Tout à fait. Je crois qu'il fallait les saluer en conseil municipal. Je vous remercie de le faire et je les salue aussi. Pas d'autres questions? Oui. Monsieur Chevet. Merci, Monsieur le maire. Un petit complément vraiment pour déjà effectivement confirmer que l'importance du travail qui a été mené par les services sur ce sujet. C'est un marché important pour la ville de Bru. C'est le premier marché en volume, il me semble. Et c'est un marché qui est important aussi pour le territoire.
Et ce marché reflète les engagements de la ville en faveur du 100% bio, local et fait maison, donc un vrai engagement politique pour la restauration scolaire à Bru. Et c'est les critères du marché intègrent des critères de qualité, bien sûr. Ça a été le gros du travail sur les dégustations à l'aveugle pour établir ce classement, ainsi que des critères de performance environnementale sur les modes de production, de transport, sur la gestion des déchets, sur la rémunération équitable des producteurs. Et ces critères reflètent les objectifs qu'on souhaite en termes de politique de restauration sur la ville. Un premier objectif qui est un objectif d'une alimentation saine. Je rappelle que l'alimentation est au cœur des enjeux de santé, et en tout premier lieu la santé des enfants. La dernière étude menée par l'ANSES sur les consommations et habitudes alimentaires en France indique qu'un enfant sur 6 est en surpoids ou obèse. L'obésité est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète qui lui aussi est en augmentation, et pour certains cancers. L'un des facteurs expliquant cette progression, une progression du taux d'obésité, est la consommation d'aliments ultra transformés, d'aliments riches en sucre, en graisse et en sel. Donc l'engagement de la ville en faveur des produits frais et du fait maison dans la restauration scolaire répond donc à un impératif en faveur de la santé des enfants. L'autre objectif, c'est l'alimentation durable. On a déjà eu l'occasion d'en discuter dans ce conseil, mais la commande publique sur la restauration est un levier important en faveur de la transition écologique pour répondre aux enjeux environnementaux de notre territoire, que ce soit le dérèglement climatique, en encourageant les pratiques qui émettent moins de gaz à effet de serre en agriculture, pour lutter contre la perte de biodiversité. On sait que la destruction des habitats naturels, l'utilisation de pesticides contribuent à la dégradation de la biodiversité. Et bien sûr aussi sur des politiques qui nous permettent de lutter contre la pollution de l'eau, de l'air et des sols en protégeant ces ressources. Et on le sait, l'agroécologie et l'agriculture biologique en particulier répondent au mieux à ces enjeux environnementaux. Et c'est bien tous ces axes qui sont reflétés dans ce marché et qui confirment l'engagement de la ville en faveur du 100% bio, du local, parce que c'est un engagement qui renforce les acteurs de la filière et qui nous permettent de concrétiser la transition agricole à l'échelle du territoire. Merci. Merci, M. Chevet, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons à la 7e délibération concernant la suppression de la zone d'aménagement concerté du Vert-Buisson. Je vais me charger de cette délibération. Alors, pour vous dire, déjà faire un petit rappel, la ZAC du Vert-Buisson a été créée par délibération du conseil municipal en date du 20 février 1997. Ça date, vous voyez, de quelques années quand même. L'objectif poursuivi était la création d'un nouveau quartier assurant la continuité urbaine entre le centre-ville et le pôle de Cissé-Blossac. Le dossier de réalisation a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 25 septembre 1998. C'était déjà un 25 septembre. La commune de Bru a concédé à la SEMBA la réalisation de cette ZAC au terme d'une convention en date du 9 juillet 1999. Le 29 juin 2016, l'Assemblée générale extraordinaire de la SEMBA a validé la modification des statuts de la société en la transformant en SEM, en SPL, Société publique locale. La dénomination de la société a été modifiée en SPL NOA, nouvel objectif d'aménagement qui a assuré la continuité d'aménagement de la ZAC du Vert-Buisson. L'aménagement de cette ZAC avait pour objectif la création d'un nouveau quartier à dominante résidentielle avec la réalisation d'un centre de quartier s'appuyant sur un pôle commercial et des équipements publics sur une superficie d'environ 82 hectares. En 1997 était prévue la construction d'environ 1200 à 1500 logements neufs, la réalisation de commerces et de bureaux et l'aménagement d'équipements publics de superstructures, pôle de restauration scolaire, pôle sportif, structure commerciale, centre d'animation culturelle et sociale. Lors de sa séance du 4 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de lancer les études préalables d'aménagement afin de modifier le dossier de la création de la ZAC de Vert-Buisson pour en étendre le périmètre au secteur de la gare. Suite à la conduite des études préalables par la SPL NOA, le dossier de modification numéro 1 a été approuvé par le conseil municipal le 1er juillet 2019. Le bilan
prévisionnelle présentée en fin d'année 2019, présentée par la SPL NOAA, ne prenait pas en compte les coûts de dépollution sur le secteur. Cependant, l'étude de programmation mise à jour en décembre 2020 suite aux études de pollution de sol a fait ressortir des coûts de gestion trop importants au regard du périmètre envisagé. La nouvelle municipalité élue en mars 2020 a souhaité prendre le temps de repenser l'aménagement global de la ville et a lancé une étude urbaine multisecteur en englobant le périmètre de la gare en 2021. Le dossier de réalisation de l'extension de la ZAC du Vert-Buisson n'a donc jamais été achevé. Pour ce qui concerne la construction de logements, prévue sur environ 71 hectares, entre 1000 et 1500 logements étaient envisagés à la création de la ZAC. Les évolutions réglementaires et sociétales ont amené le projet à évoluer pour tendre à plus de densité que ce qui était prévu initialement, d'environ 19 à 23 logements à l'hectare. C'est finalement environ 2364 logements qui ont été livrés sur l'ensemble du périmètre de la ZAC, sous différentes typologies, individuelles, groupées, semi-collectifs et collectifs, et différents produits, accession libre, accession aidée et locatif social. Pour ce qui concerne la réalisation de commerces et de bureaux, au total, le Vert-Buisson comporte environ 21 500 mètres carrés de surface de commerce et tertiaire, surface de distribution associée à des boutiques et commerces de proximité, bureaux et activités. Pour l'aménagement d'équipements publics, le programme des équipements publics prévoyait la réalisation d'un groupe scolaire public, d'une unité centrale de production alimentaire, d'un plateau sportif, d'une salle polyvalente et le renforcement de la pompe d'assainissement de Cissé-Blossac. Ces équipements publics ont été réalisés et achevés le 1er janvier 2015. Le programme global de construction de la ZAC du Vert-Buisson étant maintenant terminé, il convient aujourd'hui d'acter la clôture de la ZAC afin de faire basculer l'ensemble de la zone dans le droit commun en termes de surface constructible, de taxes, d'application du plan local de l'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, l'ensemble des espaces communs de la ZAC a été rétrocédé. La rétrocession des espaces communs de la tranche 1 a été signée le 1er mars 2012. La rétrocession des espaces communs des tranches 2 et 3 a été signée le 9 novembre 2022 concernant la ville et le 30 novembre 2022 concernant Rennes Métropole. Enfin, par décision de son Assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2023, la clôture définitive de la liquidation de la SPL NOAA a été prononcée. Je vous demanderai bien donc de bien vouloir décider de la suppression de la ZAC du Vert-Buisson et d'autoriser le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Une page se tourne pour la ville de Bru. Vous en avez bien conscience avec la fermeture de cette SPL NOAA. Je passe la parole maintenant à Madame Pinard concernant l'aménagement, augmentation du prix de vente de la zone d'activité de l'Éperon. Oui, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de la vente des derniers terrains disponibles sur la zone d'activité communale de l'Éperon, la nécessité de mettre les prix en cohérence avec le marché a été soulevée par le conseil juridique de la collectivité. Au regard des prix des terrains à bâtir appliqués en zone d'aménagement concerté ou en zone ou en ZA sur des collectivités similaires du secteur, il a été constaté que le prix au mètre carré variait entre 69 € hors taxe du mètre carré et 120 € hors taxe du mètre carré. Sur la ZAC de Kerlan, actuellement, les terrains sont vendus à 70 € hors taxe du mètre carré. La valeur vénale arbitrée par le pôle d'évaluation domaniale ne prenant en compte que les dernières ventes réalisées sur la ZA de l'Éperon à 29,14 € hors taxe du mètre carré et non les ventes réalisées sur d'autres secteurs, il convient de fixer un prix au mètre carré supérieur. Donc après pas mal de débats entre nous, à la commission aménagement, il a été décidé donc de fixer un prix à 45 € hors taxe du mètre carré. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver l'augmentation du prix
du mètre carré hors taxe à 45 € du mètre carré pour les terrains de la zone d'activité de l'Éperon, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Attal. Bonsoir à tous. Alors, plus des remarques que des questions. Donc, nous prenons note de la disposition là, que vous proposez de rehausser les tarifs. Cette proposition n'avait pas été retenue depuis le début de la commercialisation qui a commencé à partir de 2010. À l'époque, la direction des services évoquait un devoir d'équité entre les différents acquéreurs et la seule obligation était d'équilibrer les comptes de la commune qui avait gardé en propre la maîtrise de cette ZAC au niveau de l'étude, ce qui expliquait d'ailleurs le coût plutôt compétitif et qui nous a bien distingués dans le secteur. Donc ces derniers terrains à commercialiser pour lesquels vous proposez de relever le prix de vente sont les derniers, 3 terrains, ce qui montre l'attractivité de notre commune pour accueillir des entreprises artisanales ou de services très diverses. D'autant que ces terrains sont restés bloqués quasiment 10 ans du fait d'un potentiel acquéreur KLC qui, dès 2013-2014, s'était avéré défaillant pour finaliser son investissement. Donc le temps de la procédure étant long, ce qu'on peut comprendre. On souhaiterait, nous, aujourd'hui, connaître vos intentions pour maintenir une offre d'accueil pertinente pour des entreprises de type TPE ou PME sur notre commune. Quid des nouvelles zones à aménager? Je pense au Chendé, puisqu'il y a encore quelques temps, en 2019-2020, on avait pas mal d'échanges avec la métropole sur ce sujet-là. Quid de la rénovation des friches industrielles sur notre commune? Il y avait tout un tas de démarches qui ont été initialisées il y a 3-4 ans. Nous aimerions savoir où nous en sommes aujourd'hui, puisqu'on va terminer la ZAC de l'Éperon. Où pourrons-nous accueillir des entreprises à partir de demain? Et quand? Moi, je veux bien essayer de répondre. Ouais, bien sûr, on arrive à la fin des zones qui sont disponibles pour l'accueil de nouvelles entreprises. Alors, pour ce qui concerne, vous savez qu'on est tous maintenant tributaires on en reparlera peut-être plus tard, de la loi climat et résilience. Et donc de l'obligation de réduire très fortement les nouvelles artificialisations. On sait que pour le Pays de Rennes, on a à peu près, on va avoir 1000 hectares à peu près jusqu'en 2031. Donc je dirais que la tendance n'est pas à la création de nouvelles zones. La tendance n'est pas à la création de nouvelles zones artisanales ou industrielles, mais plutôt à la restructuration de celles qui existent. Et donc il y a une étude de l'Audiard qui a été faite, je pense qu'il y a 2 ans qu'elle est sortie, et sur la commune de Bru, on a, notamment sur la zone de la Massaie, on a plusieurs hectares qui sont concernés, je ne sais plus, de mémoire, je dirais une dizaine d'hectares qui sont concernés par ce genre de... combien ? 13, une grande dizaine alors, une grosse douzaine même, d'hectares qui sont concernés par ce genre d'opération. Et donc c'est vers là que l'on s'oriente. Mais c'est vrai que dans un court terme, on est un petit peu en difficulté, mais pas seulement Bru d'ailleurs, hein. C'est toute la métropole qui se retrouve dans cette situation. Alors, excusez-moi, mais l'étude dont vous faites part, effectivement, était déjà connue en 2019, puisque pour avoir eu quelques réunions avec Madame Andro à l'époque, qui était en charge de cette partie sur la métropole, c'était déjà le sujet, avec toute la difficulté de marier les espaces publics et beaucoup de friches qui appartiennent à des privés, avec un problème d'ingénierie quelque part compliqué à gérer. Et la question était déjà sur la table en 2019. Je voulais juste savoir si on avait avancé avec la métropole depuis. C'était la question. C'est-à-dire sur des solutions ou des la réponse est oui. Hein. On travaille conjointement avec les services de la métropole et en tout cas en plus avec le schéma d'aménagement économique. Hein. Donc aujourd'hui, la réflexion de la métropole est justement de pouvoir aller dans ces dents creuses de friches industrielles qui sont dans les différentes communes. Et donc chez nous, on a effectivement 13 hectares qui sont concernés. Donc après, évidemment, c'est un travail de longue haleine, hein, parce que évidemment, faut racheter ces parcelles qui parfois appartiennent aux privés. Mais en tout cas, c'est la volonté aujourd'hui de ne pas s'étendre sur des zones agricoles
puisqu'on a cette loi climat et résilience et bientôt la loi ZAN qui fait qu'on est bloqué. Et donc, je ne vous cache pas que dans le schéma d'aménagement économique, la HND n'est pas une priorité pour la métropole. Voilà, pour l'instant, on n'est plus. Voilà, n'est plus une priorité pour la métropole si elle l'a été sans doute à votre époque. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, la réponse que je peux vous donner, c'est que le HND, pour l'instant, reste une terre agricole, voilà, jusqu'à plus ample informé, et qu'on est en train de travailler avec la métropole sur les friches industrielles pour essayer de trouver du foncier qui puisse correspondre à l'installation de PME, de TPE sur notre territoire. Très bien, d'autres questions ? Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. L'aménagement encore. Donc là, nous sommes sur la mise à disposition d'un poteau d'incendie au profit de Rennes Métropole sur la déchetterie des Garennes. Madame Pinard. Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire, Rennes Métropole sollicite la signature d'une convention de mise à disposition d'un poteau incendie appartenant à la commune, afin d'utiliser ce poteau pour la défense incendie publique. Ce poteau est localisé dans la déchetterie située au lieu-dit Les Garennes, gérée par le service déchets de Rennes Métropole. La convention sera conclue à titre gratuit pour une durée de 5 ans minimum, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximum de 15 ans. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la mise à disposition du poteau incendie situé à la déchetterie des Garennes au profit de Rennes Métropole et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc là, nous sommes sur la protection de l'environnement, aménagement toujours, contrat avec Alcom, responsabilité élargie des producteurs. Madame Pinard. Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021 pour charge de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac relevant du 19e de l'article L541-10-1 du Code de l'environnement de leur obligation de responsabilité élargie. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac, plus familièrement appelés les mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Alcom a comme principal objectif la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics à hauteur de 20% de réduction d'ici 2024, 35% de réduction en 2026, 40% de réduction d'ici 2027. Les actions en perspective pour Alcom sont sensibiliser, fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, améliorer, mise à disposition de cendriers, soutien financier aux communes qui s'engagent. Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. Ce contrat prévoit l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Alcom apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation conformément au contrat. La commune de Bru dispose de la responsabilité de nettoiement des voiries. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le contrat entre la ville de Bru et Alcom, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11, aménagement encore. Et là, il s'agit de la vente d'un enrouleur d'irrigation pour terrain de sport. Madame Pinard, je vous invite à garder votre sérieux. Dans le cadre de la vente de matériel d'occasion, il est proposé de vendre un enrouleur d'irrigation pour terrain de sport. Ce matériel n'est plus utilisé par les services techniques communaux, existence d'un réseau d'arrosage au stade Siméon-Béliard. Suite à la présentation du produit en l'état et suite à l'établissement d'un estimatif de vente en accord avec la commune de Saint-James, il est proposé de céder ledit matériel pour un montant de 800 € TTC
chaque enrouleur. Matériel vendu en l'état. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le bon pour accord pour la vente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je suppose que la ville de Saint-James en fera un bon usage. Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant à la transition écologique avec la délibération numéro 12 et la convention de partenariat avec l'ALEC. Madame Pierre. Oui, merci. Bonsoir à tous. La ville de Bru est engagée sur son territoire dans la transition énergétique et écologique. Dans le cadre de ses compétences, la commune a décidé d'organiser un événement dédié aux économies d'énergie en s'appuyant sur divers acteurs et notamment l'ALEC du Pays de Rennes. L'ambition de cette action est de toucher un public vulnérable face aux énergies, de sensibiliser et de donner des moyens d'action concrets à ce public. Pour cela, le temps fort de cet événement, samedi 25 novembre, se tiendra à l'Escale en partenariat avec le centre social. Une attention particulière est donnée aux familles, aux scolaires, proposition aux établissements de visite du site de production de la Garenne solaire le vendredi 24 novembre et proposition d'un spectacle pour les enfants le soir. Pour cet événement qui aura lieu donc les 24 et 25 novembre 2023, l'ALEC propose un appui en termes d'organisation et d'animation. La convention annexée à la présente délibération précise le cadre et les modalités selon lequel est apporté le concours financier de la ville pour le partenariat entre l'ALEC et la ville dans le cadre de cet événement, donc baptisé Éco d'énergie. Le temps nécessaire à l'organisation et l'animation de ce temps fort est de 5 jours et demi pour l'aide à la coordination, la conception de la communication et la présence lors du forum du samedi de 2 animateurs ou autrices, temps d'installation et de démontage rangement inclus. Une sollicitation financière sous la forme d'une subvention de 3 025 € est demandée à la commune. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement de la subvention de 3 025 € à l'ALEC pour l'organisation et l'animation de l'événement et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous les documents nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Transition écologique pour la délibération numéro 13. L'engagement dans le dispositif territoire engagé pour la nature. Madame Pierre. Donc la ville est engagée sur son territoire en faveur de la biodiversité, gestion des espaces publics, projet de végétalisation des espaces, de la cour d'école de Champ-l'Évêque, aménagement de la plaine Yann Foch-Kéméner. Quelques exemples. Plusieurs animations ont été réalisées avec la LPO Bretagne sur la commune durant l'année 2023. Sortie nature grand public, journée technique avec les services techniques sur le terrain. Une 50aine de personnes ont bénéficié de ces animations et il est envisagé de renforcer les actions en faveur de la biodiversité à travers une formalisation de partenariat avec la LPO pour faire perdurer et développer les actions de préservation et de sensibilisation de la biodiversité. Par l'intermédiaire, par exemple, de mise en place de refuges LPO ou d'une convention pluriannuelle d'objectifs. Afin de faire connaître l'engagement de la commune en faveur de la biodiversité, la ville de Bru peut candidater au dispositif Territoire engagé pour la nature, issu du plan national Biodiversité Tous Vivants. Les collectivités reconnues TEN bénéficient d'une valorisation à l'échelle régionale et nationale. Dans le cadre du Fonds vert, par exemple, cette reconnaissance constitue également un indicateur favorable. Donc nous avons quelques actions qui sont d'ores et déjà identifiées par la commune et qui permettent de mettre en valeur 3 grands enjeux. Donc connaître et intégrer la biodiversité dans les aménagements, par exemple pour la plaine dans le quartier du Verbuisson. Maintenir et restaurer les espaces naturels et la biodiversité locale avec par exemple la création d'un refuge au parc de l'an 2000 ou au bois de la plaine Yann Foch-Kéméner. Mobiliser les acteurs et concilier biodiversité et activités locales avec, par exemple, des opérations qu'on pourrait mettre en place comme le village d'Hirondelle avec les habitants ou le programme Drôle d'oiseau, un programme intergénérationnel qui réunit en fait personnes âgées et scolaires en élémentaire. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la candidature au dispositif Territoire engagé pour la nature qui engage à mettre en œuvre des actions phares mises en avant dans la candidature annexée à la présente délibération et mandater Monsieur le maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif. Merci Madame Pierre. Présentation exhaustive. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Roulet?
Merci, monsieur le maire. Non, pas de questions, simplement parce que en commission, nous avons eu largement le temps de débattre et d'échanger. Et c'était voilà, un travail très intéressant. Et justement, saluer là aussi le travail fourni, important, par la chargée de mission. Merci beaucoup. Merci, on relaiera effectivement. On lui a dit plusieurs fois et elle travaille extrêmement bien. Ce sera relayé. Merci beaucoup, monsieur Roulet. Bon, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition de partenariat, d'engagement plutôt, est acquis. On va candidater. Très bien. Merci. On passe à l'éducation maintenant. Le partenariat avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville, monsieur Hervé. Donc une convention qu'on prolonge cette année avec la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Donc dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse et de lutte contre les inégalités sociales, la ville de Bru souhaite proposer un accompagnement aux élèves présentant des carences scolaires ou culturelles. Par délibération du 30 mai 2022, la ville a mis en place un partenariat avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville qui assure un soutien aux élèves en difficulté sous forme de mentorat étudiant. Ainsi, pour l'année scolaire 2022-2023, 8 étudiants bénévoles se sont engagés dans le dispositif et suivent chacun un élève d'âge élémentaire scolarisé au sein des écoles Jacques Prévert et Champ-l'Évêque à raison de 2 heures par semaine en période scolaire. Donc la FEV accompagne et forme les étudiants bénévoles tout au long de l'année. Elle assure le suivi des accompagnements. La ville de Bru, porteuse du projet, assure la communication autour de ce dispositif et son évaluation. Donc l'équipe enseignante est partie prenante du projet puisqu'elle identifie les élèves éligibles et échange ensuite régulièrement avec le service enfance et la FEV. Les familles sont quant à elles régulièrement associées à l'accompagnement proposé par les étudiants. Le projet s'inscrit donc dans une démarche de continuité de l'action éducative. Donc il est proposé de reconduire et de renforcer la démarche 2023-2024 avec un accompagnement de 10 enfants scolarisés, cette fois sur l'ensemble des écoles élémentaires. Et donc aujourd'hui, la FEV a déjà identifié des étudiants brusois qui font leurs études sur Rennes. Donc en contrepartie, la ville versera 5 000 € à la FEV, à savoir 500 € par enfant. Afin de poursuivre le partenariat, je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention 2023-2024 avec la FEV. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation encore. La convention de projet éducatif de territoire 2023-2027. Monsieur Hervé. Donc, dans le cadre de sa politique enfance, la ville s'est engagée depuis 2014 dans la mise en place d'un projet éducatif de territoire, PEDT, visant à proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. L'objectif est de faire converger les actions des différentes parties coéducatrices au sein du territoire, à savoir la commune, les enseignants et les associations partenaires sportives, parents d'élèves. Il s'appuie sur une analyse locale des besoins éducatifs afin de faire émerger des objectifs de progrès. Donc le comité de pilotage du 29 novembre 2022 a validé les axes de travail partagés avec les acteurs éducatifs ainsi que les nouveaux objectifs du PEDT 2023-2027 qui visent à développer le bien vivre ensemble et favoriser l'apprentissage de la citoyenneté dans un contexte garantissant la cohésion éducative. Ces objectifs sont mis en œuvre en développant les lieux d'échange et de rencontre des familles, en développant le lien avec les familles les plus éloignées des structures, en développant l'accessibilité de tous aux services, en développant les temps d'animation hors les murs et aller à la rencontre des familles, en développant les connaissances des enfants sur l'alimentation et le projet gaspillage alimentaire, en développant les projets sur la transition écologique, en développant les mobilités douces, en développant des actions qui favorisent la parole et l'implication des enfants, en développant les actions culturelles, les projets participatifs, en participant à la réduction des inégalités sociales et scolaires. La proposition de PEDT a été validée par la convention de conventionnement du 30 juin 2023.
Une convention doit maintenant être signée conjointement par la collectivité, le préfet, le recteur d'académie et la CAF pour la période 2023-2027. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le PEDT 2023-2027 et l'autoriser à signer la convention afférente. Et donc, ce que je voulais repréciser, que le PEDT, c'est le fruit d'une concertation de plusieurs mois avec tous les acteurs éducatifs de territoire. On a associé des parents, des enseignants, des éducateurs, des agents. L'ambition affichée du projet éducatif se situe résolument en cohérence avec notre projet politique stratégique, à savoir l'enfant citoyen de demain. Donc ce document va être un guide pour nos équipes éducatives. Donc à ce titre, il ne doit pas être un document seulement rempli de bonnes intentions ou se résumer à un document administratif qui aurait pour seule finalité d'obtenir un soutien financier de la CAF. Donc notre ambition est bien que ce PEDT soit un outil vivant, évalué au fil de l'eau, avec des axes pleinement assumés. Alors ce que je voulais préciser, c'est qu'à ce jour, les métiers de l'animation sont en souffrance et nos équipes brusoises n'y échappent pas. Et c'est grâce à la baisse des effectifs dans les écoles à la rentrée 2023-2024, environ 90 élèves en moins par rapport à l'année précédente sont scolarisés dans les écoles publiques et privées à Bru, que nous avons pu constituer l'équipe d'animateurs en début d'année scolaire. Donc trop de jeunes se détournent de ces métiers peu valorisés, peu rémunérés, avec des temps de travail morcelés et avec peu de perspectives d'évolution. Donc à Bru, les difficultés pour recruter des animateurs, comme un peu partout, sont criantes. Donc à titre d'exemple, la part d'animateurs non diplômés est passée de 11% en 2021 à 22% cette année. Dans le même temps, la part de contrats de travail de 0 à 20% d'un ETP est passée à 10% en 2021, de 10% en 2021 à 30% cette année. Donc deux autres axes partagés et remontés lors de la concertation sur le PEDT sont le lien avec les parents et l'accessibilité aux services. Donc nous avons besoin d'anticiper, d'affirmer et tenir nos engagements si l'on ne veut pas mettre en difficulté les familles brusoises et laisser des enfants au bord du chemin que nous ne pourrions plus accueillir. Merci, monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération du projet éducatif de territoire? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est approuvée à l'unanimité. Merci. Éducation, toujours. Il s'agit là de la convention avec l'association Entreprendre pour apprendre. Monsieur Hervé. Donc nous avons une très bonne expérience avec l'association Entreprendre pour apprendre. Donc on a décidé de réitérer le partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre, EPA. Donc afin de développer les valeurs de participation active, de coopération et de collaboration, la Maison des Jeunes de la ville de Bru souhaite poursuivre le partenariat avec EPA. Concrètement, il s'agit de permettre à des jeunes de 15 à 20 ans de créer et de faire vivre une mini-entreprise pendant une année scolaire afin d'expérimenter toutes les étapes liées à l'entrepreneuriat. Les bénéfices générés par la mini-entreprise seront versés à une association à hauteur de 20% minimum. Le groupe pourra profiter des bénéfices restants en vue d'une dépense collective réalisée dans l'intérêt du groupe. En plus d'une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, ce type de projet constructif doit leur permettre de développer responsabilisation, autonomie et estime de soi. Le groupe de jeunes se réunira chaque mercredi après-midi et sera épaulé par un animateur jeunesse. Le suivi du projet sera réalisé par une coordinatrice d'EPA. De plus, une entreprise assurera le rôle de mentor auprès du groupe. En contrepartie du suivi par l'association EPA, la ville de Bru versera une cotisation annuelle de 3 000 € pour l'année 2023-2024. Afin de poursuivre ce projet, je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention avec l'association Entreprendre pour apprendre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je veux dire que l'expérience qui a été vécue cette année, l'année scolaire précédente, a été très intéressante. Voilà. Et donc, effectivement, on a vu un groupe de jeunes non seulement entreprendre, mais en plus se révéler, je dirais, au grand jour, avec des personnes qui étaient très timides, qui n'osaient pas prendre la parole en public et qui finalement ont réussi à franchir toutes ces étapes. Donc on ne peut que se réjouir de
de ce partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre. Madame Le Russard. Oui. Est-ce qu'on a, bonsoir. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'entreprise qui va suivre les jeunes pendant cette année, ou est-ce qu'on attend la signature officielle de la convention pour démarrer véritablement le projet? On en est au début, je crois. Je peux répondre? Non, on n'a pas de... ma connaissance, non, on n'a pas identifié le mentor. L'an dernier, c'était un mentor qui avait été proposé par Entreprendre pour apprendre. Mais idéalement, ça peut être quelqu'un d'une entreprise bruxelloise, ça serait l'idéal, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Monsieur Boutin. Je crois qu'ils ont été lauréats de leur présentation. Exactement, oui. Oui. C'est bien de le rappeler. Tout à fait. Tout à fait. D'autres remarques ou questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition de convention est adoptée à l'unanimité. Éducation encore, mise à jour du règlement de fonctionnement du service enfance, Monsieur Hervé. Donc au sein de la direction de l'éducation de la ville de Bru, le service enfance gère les accueils périscolaires situés dans les écoles du Vert-Buisson, Jacques Prévert, Champ-l'Évêque, ainsi que les accueils de loisirs situés à la maison des enfants, dans les écoles publiques Jacques Prévert et Vert-Buisson, ainsi qu'à la maison des jeunes. Ils sont déclarés auprès de la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES, et soumis à ce titre à la réglementation et au contrôle du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Les accueils maternels sont également soumis au contrôle de la protection maternelle infantile. La CAF et la MSA participent au financement de ces structures dans le cadre de conventions d'objectifs et de financement. La restauration scolaire est assurée par la cuisine centrale, service également géré en régie et rattaché à la direction de l'éducation. Sur chaque site, un coordinateur ou un directeur d'accueil de loisirs coordonne les différents temps d'accueil et garantit la mise en œuvre du projet éducatif et des projets pédagogiques. Dans le respect des valeurs du service public, il est l'interlocuteur privilégié des familles. Les règles de vie et l'organisation des espaces et temps d'activité des partenaires sont élaborés dans le respect du principe de laïcité. Donc le présent règlement de fonctionnement a pour objet de préciser le fonctionnement des différents accueils gérés par le service enfance de la ville. Il pose le cadre réglementaire du fonctionnement des établissements qui s'impose à toute personne entrant dans les structures. L'inscription à la fréquentation de ces accueils implique donc de la part des usagers l'engagement à respecter les principes, règles de fonctionnement et conditions d'accueil fixées dans ce règlement. Donc, comme on est sur une mise à jour, il y a eu des changements vraiment sur l'opérationnel qui viennent un peu du logique de terrain, comme par exemple l'article sur l'exclusion face à des parents avec qui il y avait des problèmes de respect de personnel. Les choses ont été un peu sécurisées pour permettre pour les agents de savoir mieux gérer ce genre de situation. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ce règlement de fonctionnement et autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 18, concernant l'éducation et la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services unique 2023-2026. Monsieur Hervé. Donc la convention PSU, donc qui en réitère pour 3 ans, 2023-2026. Donc dans le cadre de sa politique enfance, la CAF participe financièrement au fonctionnement de la crèche municipale. La ville de Bru s'engage à accueillir au sein de sa crèche des familles ressortissantes du régime général. En contrepartie, la CAF s'engage à participer financièrement aux frais de fonctionnement de la structure sous forme de prestations de services appelées prestations de services uniques ou PSU. Celles-ci concernent des enfants âgés de 0 à 4 ans. La convention a pour objet de prendre en compte les besoins des usagers, déterminer l'offre de service, les conditions de sa mise en œuvre et de fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. Les engagements de la ville consistent à respecter certains principes liés à l'activité en tant que telle, au public visé, à la communication, aux obligations légales et réglementaires et à la comptabilité. L'accent est mis notamment sur la mixité sociale et l'adaptation de l'accueil aux besoins réels des familles, accueil occasionnel, réservation en heure et non à demi-journée, accueil exceptionnel.
Une attention particulière est également portée à l'accueil des familles à revenus modestes ou faisant face au handicap d'un enfant, puisque les financements supplémentaires y sont associés. La précédente convention étant arrivée à échéance, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 19, toujours l'éducation, mise à jour du règlement de fonctionnement de la crèche municipale. Monsieur Hervé. Donc par délibération en date de mai 2023, le conseil municipal approuvait les termes du nouveau règlement de la crèche municipale. Donc ces évolutions de règlement permettaient de se mettre en conformité avec le décret 2021-1131 du 30 août 2021 relative aux services aux familles qui modifiait la réglementation applicable aux structures petite enfance. Donc ces évolutions portent principalement sur le nom de la structure, donc qui s'appelle les SURICAT maintenant. La responsabilisation des familles concernant l'enregistrement des fréquentations, les taux d'encadrement, la délivrance de médicaments et la mise en place d'un référent santé et inclusion. Aujourd'hui, il y a lieu d'apporter des compléments relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la structure concernant les absences des enfants pour congé des familles, la facturation au réel en accueil d'urgence et les déductions pour les familles à éviction. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de ce règlement de fonctionnement et autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant pour la délibération numéro 20 à la culture. Il s'agit de la médiathèque et la convention de partenariat avec l'Institut Polytechnique Uni-La-Salle. Madame Durand. Bonsoir. Oui, effectivement, il s'agit d'une convention partenariale avec l'EME, qui s'appelle aussi l'Uni-La-Salle. La médiathèque et l'Institut Polytechnique Uni-La-Salle entretiennent depuis 2022 des relations de partenariat en faveur de l'accès du plus grand nombre à la culture scientifique et environnementale. Cette collaboration consiste en l'intervention d'enseignants-chercheurs lors de conférences programmées dans le cadre de Graines de Sciences et de l'animation par des étudiants en première année du cycle ingénieur d'ateliers autour du développement durable programmés par la médiathèque pour les scolaires et le tout public. Par exemple, fin mai 2023, il y a eu une vingtaine d'étudiants de première année qui sont venus proposer des séquences aux classes de CM2 de Champ-l'Évêque, Verbuisson et Jacques Prévert, sur les sujets de l'énergie, des déchets et de l'eau. Suite à ce partenariat, il a été décidé d'établir une convention. Et l'objet de la convention est de pérenniser ce partenariat et d'étendre la collaboration sur de nouveaux axes en lien évidemment avec le programme culturel et scientifique de la médiathèque. Cette convention permettra de mettre à disposition des usagers du centre de documentation des collections imprimées issues du fonds de la médiathèque de Bru. Actuellement, dans leur centre de documentation, ils ont surtout des documentaires. Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu, de rendre un peu ce fonds un petit peu plus vivant, un petit peu plus diversifié. Et également de faire la promotion des services et des animations de la médiathèque auprès des étudiants et salariés d'Uni-La-Salle. La convention définit le cadre du projet ainsi que les responsabilités respectives entre les parties signataires pour la mise en place à titre gracieux d'un dépôt régulier de livres au centre de documentation. Il s'agirait d'une centaine de livres qui seront proposés tous les 3 mois. Et modifier, remplacer tous les 3 mois au centre de documentation et la transmission de leur programmation mutuelle visant à favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture. Par ailleurs, de son côté, l'EME s'engage à prendre en charge l'inscription des étudiants à la médiathèque. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une trentaine d'étudiants qui viennent à la médiathèque. L'EME s'engage à financer à hauteur d'une centaine d'étudiants, les étudiants venant gratuitement à la médiathèque.
La convention de partenariat n'engendre pas de frais supplémentaires pour la médiathèque. Elle sera conclue pour une période de 1 an à compter de cette rentrée scolaire. Une réunion de bilan et d'échange sur les perspectives à venir sera organisée à la fin de la période de validité de cette convention. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de cette convention partenariale et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup, Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette convention? Pas de remarques, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant à la vie associative et à la convention de location d'équipements sportifs municipaux à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information pour 2023-2024. Monsieur Kermarek. Oui, il s'agit simplement de la reconduction de la convention qu'on a tous les ans avec l'ENSAI pour la location de la salle du Vert-Buisson et des terrains de foot. La petite différence par rapport aux autres années, c'est que sur les terrains de foot, donc les autres années, il y avait deux terrains à chaque fois. Cette fois-ci, comme le terrain F a été... on a enlevé les buts du terrain F parce qu'il n'était plus tellement praticable pour autre chose que pour le rugby. Donc ils auront un terrain en herbe quand il n'y a pas d'interdiction d'usage, plus le terrain stabilisé D, et quand il y aura des interdictions d'usage, le terrain stabilisé, plus les terrains de foot 5. Voilà, donc le tout pour un tarif qui est qui est le même que celui de la location des équipements du Conseil régional, soit donc pour un total de 1 437,93 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Houssin. Merci. Bonsoir à tous. Oui, je voudrais, concernant cette délibération, anticiper peut-être une délibération qui aura lieu octobre ou novembre, concernant ce périmètre de Kerlan, puisque vous avez évoqué dans différentes commissions l'acquisition d'équipements sportifs à Kerlan. Et bon, c'est vrai que, compte tenu des informations que j'ai pu obtenir, il y a eu une tarification plutôt sympathique, contrairement à ce qu'elle avait été il y a quelques années, puisqu'on avait été aussi sollicité par le département en son temps, et je crois qu'il y a plusieurs années, ça avait déjà été le cas. Donc le département aujourd'hui va céder une partie de ses équipements à la ville. C'est plutôt une belle opportunité. On a parlé tout à l'heure de la loi climat-résilience, et on sait que les difficultés d'élaborer un nouvel équipement, une nouvelle salle, et compte tenu de la tarification, enfin du prix que j'ai pu, auquel j'ai pu accéder, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, on a dû diviser par 5 l'acquisition qui a été prévue il y a 2 ans. Donc c'est une belle opportunité pour la ville. Maintenant, il y a d'autres interrogations. Et puis je souris d'ailleurs avec cette délibération, puisque l'École nationale de la statistique dispose de salles, et elle est quand même malgré tout obligée aujourd'hui de venir nous solliciter sur des créneaux horaires de salles municipales. Donc ma première interrogation, c'est effectivement, et ça avait eu lieu d'ailleurs en son temps sur la réflexion qu'on avait également eue lors de cette sollicitation il y a 3 ans, c'est qu'en fait beaucoup de créneaux en fait sont occupés par les écoles. On a évoqué le ME tout à l'heure, on a évoqué un certain nombre d'écoles sur le site. Il y a la faculté des métiers qui prend un certain nombre de créneaux. Alors les choses ont peut-être évolué, mais je pense que malgré tout, ces utilisateurs sont encore présents. Donc c'est une première réflexion. C'est aussi l'importance de pouvoir bénéficier d'un équipement, certes, mais faut-il encore pouvoir obtenir des créneaux intéressants pour les équipes des associations bruxelloises qui pourraient être amenées à l'occuper. Donc ça, c'est une première réflexion. Bon, je pense que vous avez déjà eu sans doute connaissance de ces créneaux-là, mais j'attire l'attention quand même sur des créneaux qui à l'époque étaient assez restreints. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils sont moins restreints, sinon ça vient compliquer l'utilisation de ces équipements. Et puis une deuxième interrogation, et ça je pense que ça n'a pas dû forcément s'améliorer depuis 2-3 ans, c'est que quand on avait visité ces lieux, eh bien on sait qu'il y a des difficultés
bon, les vieux sont un peu vieillissants, des difficultés, je pense, d'étanchéité, un certain nombre de rénovations nécessaires, thermiques et sans doute à d'autres niveaux. Donc là aussi, je pense que si le prix est très intéressant, il va sans dire qu'il y aura sans doute un certain nombre de rénovations à faire. Mais bon, ça, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire dans le temps. Mais en tous les cas, c'est une belle opportunité pour la ville. Mais j'attire l'attention sur les créneaux qui, malgré tout, devraient être un peu plus larges qu'ils l'ont été à un moment. Sinon, ce ne va pas trop l'intérêt pour les associations bruxelloises. Hein, voilà. Sur deux sujets qui ont pesé dans la balance, hein, évidemment, dans la réflexion qu'on a eue. Effectivement, c'est la disponibilité de la salle, vu les créneaux qui sont réservés avec les écoles. On a déjà commencé un partenariat, enfin, une discussion avec certaines écoles, en tout cas déjà la faculté des métiers. Donc on leur a effectivement dit qu'on était intéressé par l'achat de cet équipement. Et donc on a commencé déjà, au moins avec la faculté des métiers, à échanger avec eux. Donc ça, c'est une première chose. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit. On ne va pas avoir l'utilisation totale de cet équipement. Donc on continuera une forme de location auprès des écoles, tout en travaillant avec eux sur un futur projet peut-être d'équipement de leur part. On verra bien. Hein. Et puis on a aussi, concernant les travaux, bien évidemment, on a fait des estimations. On est allé plusieurs fois visiter les locaux, on a fait faire des estimations de travaux par les services techniques, et donc aujourd'hui on sait très bien combien ça risque de coûter. On le savait d'avance, comme vous dites, ce sont des terrains et des équipements qui sont vieillissants, donc on sait qu'il y a des travaux à faire, et c'est pour ça qu'on a réussi en fait à négocier ce tarif intéressant auprès du conseil départemental, parce que effectivement il y avait ces travaux à faire. Donc c'est comme ça qu'on a négocié. Alain, je ne sais pas si tu veux, Monsieur Kermarek. Je veux bien, on avait préparé un diaporama précisément sur le sujet, donc... Eh bien, tu nous présentes le diaporama ? Voilà, sauf... il est là, voilà. Le temps de le démarrer. Il était dans le dossier du conseil de ce soir. J'ai vu il y a... Bon, pendant qu'on le cherche, bon, alors... C'est gentil de nous faire la perche, quoi. Mais, voilà, ça y est. Bon, voilà. Donc, voilà, on avait préparé ce petit document parce que, justement, dans une des délibérations qui vient, on aura une des conséquences qui sera amenée par cette acquisition. Voilà, un petit rappel rapide sur ce que c'est que Kerlan. Vous savez, donc c'est quelque chose un campus qui a été porté en 90 par Pierre Méniry, qui était alors président du conseil général. Il a été ouvert oui, c'est marqué départemental, mais c'était général à l'époque. Ouvert en 92, donc des investissements conséquents, avec plusieurs écoles qui se sont installées pendant les premières années, plus la faculté des métiers qui aurait dû être inaugurée le 11 septembre 2001 par le président de la République. On sait ce qu'il est advenu ce jour-là, et donc il est parti très, très vite, et donc ça n'a pas été fait. Et en 2018, le syndicat mixte d'aménagement de Kerlan a été dissous, et ça a été repris par Rennes Métropole, sauf précisément les équipements sportifs et la maison du campus. Voilà, alors les équipements du campus, vous les situez là sur la carte, hein. Ils sont situés à l'est du campus, et ils comprennent donc sur une emprise de 3,5 hectares, et donc ils comprennent un gymnase, le A, un gymnase de qualité. Alors, les équipements, on en reparlera tout à l'heure, les équipements ne sont pas en si mauvais état. Donc, il y a un gymnase avec un terrain standard, un deuxième gymnase qui servait essentiellement au tennis, mais qui a en fait 2 plateaux sportifs qui peut accueillir toutes sortes de sports. Une surface en herbe, un terrain de foot rugby qui n'est pas dans un état idéal et qu'on aurait du mal à maintenir du fait de l'éloignement du site et le fait qu'il ne soit pas fermé non plus, et la présence de beaucoup de lapins dans le coin. Et puis entouré d'une piste cendrée de 400 mètres.
et puis 2 terrains de tennis, et puis accolés à la deuxième salle, il y a aussi des vestiaires extérieurs. Voilà ce que ça comporte. Donc, le département, c'est depuis qu'il n'est plus en charge quasiment du campus sur Métropole, il cherche à se défaire de ces équipements. Alors, la commune a été approchée à plusieurs reprises par des équipes successives. Dans le mandat 2008-2014, on a été approché pour les raisons tu évoquais tout à l'heure. On avait dit non. Notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de créneaux, et puis parce qu'on n'en avait pas forcément besoin. Après, ils sont revenus vers vous le mandat suivant, vous avez dit non, on était en accord là-dessus. Au début du mandat, ils sont revenus vers nous, et on a encore dit non. Et puis, il y a eu de nouveaux éléments qui nous ont amenés à réfléchir un peu différemment. Alors, pourquoi on ne voulait pas initialement, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y avait quasiment pas de créneaux libres, donc pas de possibilité d'usage pour la commune si on ne change rien. Il y avait évidemment des coûts induits. Et puis, en acquérant ces équipements, si on les laisse dans l'usage d'aujourd'hui, on se disait que la commune n'a pas vocation à fournir des équipements sportifs ni aux établissements d'enseignement supérieur, ni aux entreprises privées, surtout si ça coûte de l'argent. Donc jusqu'à présent, en plus, on avait un parc d'équipements communal qui pouvait suffire malgré quelques tensions. Et puis le site était excentré aussi. Il est toujours excentré, mais ça va peut-être changer. Alors pourquoi qu'est-ce qui a changé? D'abord, la population, c'est pas quelque chose qui change véritablement, mais c'est quelque chose qui est... c'est une tendance lourde depuis longtemps. La population augmente, les besoins augmentent, et les équipements arrivent à saturation. En plus, on va construire à Carlane une nouvelle école. On verra, je sais pas si je crois qu'il y a un diaporama, une photo qui indique, voilà. Donc il y a 900 mètres entre les équipements et la nouvelle école. De toute façon, il aurait fallu construire quelque chose pour cette nouvelle école. Et puis, il y a l'arrivée du trambus, ce qui fait que la desserte de l'équipement va être grandement facilitée, si tant est qu'il ne s'arrête pas à la gare. Mais... Bon, c'était juste. Voilà. Et puis, il y a aussi une nouvelle orientation de la SAC, c'est-à-dire qu'il y a du logement qui vient là, et donc qui va amener une population ici. Et puis, en dernier lieu, elle évoquait aussi tout à l'heure, la loi climat et résilience et son volet ZAN. Donc, on avait longtemps imaginé qu'on pourrait peut-être un jour, au moment où il faudrait construire un autre stade ailleurs, on avait imaginé... pourquoi pas Mons, et puis là, aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Donc, tout ça fait que ça nous a un petit peu, fait évoluer notre réflexion. Alors maintenant, on se dit, évidemment, il faut des conditions. Il faut déjà que l'opération réponde à des besoins présents ou futurs avérés. Alors, aujourd'hui, tout de suite, on n'a pas un grand usage de ces équipements, même si ponctuellement on a des notamment le week-end, puisqu'ils sont libres le week-end quand même, on a des usages par les associations, mais on sait qu'on va en avoir besoin parce que notamment l'école et puis l'extension urbaine, etc. Et donc il faut aussi que la commune puisse utiliser les équipements selon les besoins. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va donc, comme disait Monsieur le maire, on a déjà commencé à discuter avec les écoles, notamment la faculté des métiers, mais enfin, c'est pas ceux qui vont nous gêner le plus, dans un premier temps, puisqu'ils utilisent essentiellement dans la journée les équipements. Donc, mais donc, on a aussi commencé à discuter, on en a parlé avec l'ENSAI, etc. Donc, on leur a dit, évidemment, que les créneaux, ils vont pas rester ce qu'ils sont, parce que sinon, on n'aura aucun intérêt. Donc, on va faire évoluer les créneaux dans les années qui viennent, sachant que, de toute façon,
de toute façon, comment le département avait décidé de vendre ou de fermer les équipements cette année. Donc le fait qu'on ait discuté avec eux fait qu'on l'a prolongé d'une année jusque-là. Mais que et là, ça aurait pu être 0 pour les écoles. Donc ils sont bien contents de ça. Et donc il fallait aussi qu'on ait des coûts d'acquisition qui soient acceptables. Et là, bon, tu en as parlé, on va y revenir un peu plus tard. Et qu'on ait une remise en état et que les travaux qu'il va falloir faire, hein, c'est clair. Alors, étaler dans le temps, hein, ça ne va pas être tout du jour au lendemain. Il fallait que l'ensemble soit acceptable pour les finances de la ville. Voilà. Et puis que quand on utilise, que les coûts de fonctionnement qui sont engendrés par les usages qui ne sont pas les usages communaux, soient entièrement couverts par les utilisateurs. Voilà. Oui, justement, si je peux me permettre, par rapport au coût d'exploitation, on a quelques inquiétudes parce que, en fait, là, on voit bien que tout ça va s'installer dans la durée. Il va falloir sans doute une délibération un peu plus tardivement. Enfin, ça va s'acter. Et aujourd'hui, on va dans une délibération dans ce conseil municipal qu'on va voir à l'instant. Ouais. On commence à parler de recrutement pour ces postes-là. Donc ça nous inquiète quand même un peu. C'est pour ça que je vais y venir. Donc, comment ? Non, pardon. Non. Alors, quels sont les besoins qu'on avait à satisfaire ? Bon, on a des besoins pour les établissements scolaires, hein, donc parce que aujourd'hui, malgré tout, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. On a manque de créneaux, on a des créneaux trop petits, si bien que des fois on ne satisfait pas. Avec voilà, une augmentation du panel des activités, une piste d'athlétisme qui est très prisée et peu partageable entre les différents niveaux, et puis la construction, je l'ai déjà dit, de la nouvelle école. Concernant les associations, la progression de la population, elle entraîne aussi une progression du nombre des pratiquants, une progression des clubs, que ce soit pour les effectifs. Hein, on sait que beaucoup de clubs sont en limite et certains refusent, et aussi dans la hiérarchie des divisions. Bon. Et puis une diversité des activités, une diversification des activités et des publics. Et puis je redis la même chose, c'était pour les associations, on arrive à avoir une saturation, et je l'ai déjà dit aussi, la population qui va s'installer là-bas. Donc en conclusion, acquérir en conclusion de cette partie-là, parce qu'il y a une deuxième partie derrière. En conclusion, donc, on peut, en acquérant ces équipements, on va satisfaire des nouveaux besoins, on va se plier à la nécessaire sobriété foncière. Alors quand je dis se plier, c'est parce qu'il y a la loi, mais on est aussi convaincu qu'il faut le faire, n'eût été cette loi. Et d'ailleurs, sur la métropole est un exemple sur le domaine depuis longtemps, hein, même si ça n'a pas atteint les exigences de la loi. Donc on satisfait, enfin ça permet d'absorber l'augmentation de la population. On a aussi un objectif global de ne pas systématiquement construire, mais de réutiliser et d'optimiser l'usage des équipements existants. Voilà. Et puis il y a quand même une réduction drastique des coûts en comparaison de la même chose en neuf, quoi. Pour info, Chartres va construire une nouvelle salle, c'est 4 millions. Orgères va construire une nouvelle salle, c'est 4 millions. Voilà, on n'a pas encore... Et puis, on a cette volonté aussi d'une politique en faveur du sport. Puis, je reviens à l'accompagnement aux associations, aux équipements scolaires. Et puis, là, le fait que l'accessibilité soit facilitée par notamment le train-bus, par aussi des déplacements doux. Hein. Et puis donc, ça va être accessible à partir de zones, alors de la zone d'habitation évidemment, ce qui va se développer sur Carnade, mais aussi
en proximité du Vert-Buisson et aussi en proximité du centre social qui pourra profiter de ces équipements. Voilà. Et puis, on anticipe les besoins à venir. Ça, c'est clair. Alors, mais, comme on disait tout à l'heure, attention, il y a des travaux à faire. Il faut maîtriser les coûts induits. Attention aussi aux exigences des utilisateurs actuels, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure, puisque ils ont aujourd'hui la totale utilisation de ces équipements. Et puis donc, les travaux, ça va coûter un petit peu de sous. Et puis l'accès au déplacement doux, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Alors maintenant, on en vient aux affaires financières. Donc l'acquisition, on a négocié une acquisition de tout cet ensemble-là, 420 000 €, payable en 3 ans. Et on a fait des estimations des travaux. Alors les estimations, elles ont été faites à la fois par les services techniques et par des sociétés extérieures qui ont été mandatées sur le sujet pour qu'on soit sûr. Donc on a des travaux immédiats. Alors je ne les détaille pas, enfin on pourra les détailler en commission éventuellement. On les a, ouais. Donc 420 000 € de travaux immédiats, notamment il y a le sol de la salle B, du gymnase B à refaire. À court terme, on est à 800 000, donc c'est d'ici à 5 ans. À moyen terme, donc entre 5 et 10, on est à 220 000. Et là, donc sur 10 ans, on arrive à 1 860 000 €, qui est à peu près le coût que voulait le département, puisqu'il en avait demandé 1,9 million. Voilà. Et puis à long terme, alors après il y aura peut-être des toitures, etc. À plus long terme, entre 10 et 20 ans. Voilà. Et pour ne pas en rester là, on va parler quand même de... il en manque un. C'est pas grave. Je vais vous le dire. On va parler du coût de fonctionnement aussi. À savoir, on a la création de 2 postes qui va être présenté tout à l'heure. Alors, un pour les services techniques et un pour le service de vie associative. Alors, il faut ces 2 postes. Alors, de toute façon, on est dans une saturation. Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une petite erreur dans le total là où j'ai pas tout compris. Comment ? Non, c'est la somme jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, c'est les 725 000, c'est les suivants. C'est après 10 ans. Ouais. D'accord, faut pas prendre tous les... c'est marqué, total sur 10 ans. C'était pour comprendre. En plus, j'ai fait attention parce que je me suis dit, si je me gourre... Non, on se connaît, c'est on va pas me rater, voilà, bon. Le compte est bon. Voilà. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, on a 2 postes. Alors 2 postes, un poste sur le service technique, un poste pour le service de la vie associative, qui sont des services qui sont ultra saturés. Donc ça va donner un peu d'air, mais ça, notamment pour les services techniques, hein, Marie pourrait préciser, mais ça va amener des nouveaux contrats d'entretien, parce qu'on ne va pas faire l'entretien en régie. Mais on a déjà, je ne sais plus combien, 40 et quelques contrats. On a 45 voilà. contrats déjà externalisés. Et donc ça va amener effectivement une charge de travail supplémentaire, mais je tiens à dire que ce poste-là qui sera présenté juste après, inclut évidemment cette charge de travail supplémentaire, mais pas que ça. Hein, ce sera un poste mutualisé avec d'autres... voilà. Et pareil pour la vie associative. Alors après, le fonctionnement, bâtiment, logistique, 72 000 €. Les espaces verts, 18 000 €. Oui, on ne l'a pas là. Et après, les contrats de maintenance, de contrôle, etc., c'est 3 000 € et 32 000 € de fluide. Voilà ce qui fait un total de fonctionnement de 205 000 €. Sachant que là-dessus, évidemment, on va récupérer le coût de la location. Voilà en gros ce qu'on voulait dire. Alors je constate que d'une question simple, je ne pensais pas avoir une réponse aussi détaillée, développée. Donc merci pour ces explications. Après, je constate également que c'est une propension un peu de toi ou d'une partie de l'équipe. C'est vrai que, comme par hasard, le fonctionnement n'apparaît pas dans les slides, mais enfin, on en reparle après. Donc ça, c'est quand même très important, parce que l'investissement, c'est une chose. Le fonctionnement, je pense que, Marie-Cécile tout à l'heure en parlait de mutualisation, mais
j'ai un peu de mal quand même à comprendre qu'on commence à parler de création avant même qu'on ait commencé à négocier définitivement ces acquisitions-là. Donc voilà, c'est juste, c'est juste une posture qui nous dérange un peu sur la manière de mettre du fonctionnement, quand bien même je comprends qu'il y a peut-être des besoins, mais en tous les cas, on a l'impression dans la délibération qui va arriver que c'est très lié à cet équipement-là qui n'est pas encore en lieu et place au sein de la ville. Donc voilà, c'est juste ce point-là sur lequel on attire l'attention, parce que forcément c'est d'abord très décentralisé, enfin décalé un petit peu par rapport au périmètre habituel des services techniques, donc on peut entendre qu'il y a des besoins, mais la réflexion sur la mutualisation me paraît essentielle avant même de pouvoir créer des postes. Mais bon, voilà, c'est juste une philosophie qu'on défend. Voilà. J'allais te dire que c'était un peu de mauvais esprit, parce qu'on l'avait vraiment fait. Ah bon, et donc, non, mais j'ai vu que tu l'avais lu au préalable, mais je ne l'avais pas vu dans le slide définitif. Voilà. Merci. Pour ce qui concerne le fait que ça apparaisse, qu'on crée des postes avant, c'est parce que précisément, donc il y a d'autres besoins que cela, donc avant de pouvoir recruter sur ces postes-là, on sait la difficulté qu'on a aujourd'hui à recruter. Hein, on a plusieurs postes qui sont comment dirais-je, qui sont vacants et pour lesquels on n'arrive pas à. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a du personnel à reprendre, ou c'est pas du tout évoqué sur le personnel dont dispose le département aujourd'hui? Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de personnel à reprendre. Il se traite tout en espèces. Et donc voilà. Ça pourrait aussi être une réflexion aussi que vous auriez pu avoir aussi. Oui, mais là, mais c'est après, il n'y a pas eu lieu d'avoir cette discussion, et je précise que l'acquisition c'est pour 2024. Hein, donc on a réfléchi en parallèle aux besoins, effectivement, au fonctionnement qu'on aurait. C'est pour ça qu'on est arrivé à cette. Et le dernier point aussi, je pense que vous avez évoqué ça dans la maîtrise du budget, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez regardé avec attention les locations, enfin les prix qui sont aujourd'hui proposés aux écoles ainsi qu'aux entreprises? Bien sûr, bien sûr. Donc vous avez l'idée de revaloriser? Ça fait partie des négociations. D'accord. Pour être complètement honnête, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Non, en fait, on a été surpris par ce que nous a annoncé pour l'ENSAI, sur le tarif qu'il aurait pratiqué. Alors, ils nous ont dit avoir une augmentation sévère, mais le calcul que j'ai fait à partir de ce prix que nous donnait nous donne un prix de l'heure à 60 €. Donc c'est très très supérieur à ce qu'on pratique nous. Bah oui, c'est ça. Donc et là, on a besoin de se refugier là-dessus. On était sur des coûts à peu près similaires, et puis là, ils nous ont dit on a reçu un truc, mais ils payent quand même. Donc voilà. Donc là, on a besoin de se recaler là-dessus, parce qu'évidemment, on n'était pas parti sur ce genre de tarif, hein, pour être franc. Monsieur Athanase. Oui, j'avais une question sur l'estimation des consos fluides. Ça intègre des travaux de reprise de la passoire que sont ces bâtiments aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des bâtiments très bien isolés, de ce que j'en connais. Alors, deux choses. Ça induit ça, mais je parle évidemment uniquement des salles, elles ne sont pas chauffées. Donc, d'où le coût. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chauffage dans ces salles-là. Donc, le coût du chauffage est assez faible. Sauf, alors, il y a quand même. Le chauffage n'est disponible que dans les vestiaires. Que dans les vestiaires, ouais. Et dans une petite salle, mais qu'on va fermer. Et si je peux me permettre, oui, effectivement, ça c'est pris en compte sur les travaux à court terme, contre la distance des équipements de chaufferie, etc., et consommation des fluides, et aussi la remise en état des panneaux solaires. Donc ça, c'est mis sur le court terme. Donc c'est vrai qu'on a 4 de travaux, un tableau d'investissement qui est prévu. Et je rebondis sur ce que disait Jean-René par rapport au fait d'embaucher tout de suite du personnel. Parce qu'il faut mettre aux normes avant qu'on puisse louer les salles. Donc là, ça représente 420 000 €, donc, qui a été listé avec les services techniques et les entreprises qui sont venues sur place. C'est pas énorme, mais ça demande quand même du travail et surtout un suivi de contrat et de devis, etc. Et donc ça, il faut du temps pour faire ça. Voilà.
petite précision quand même, quand on parle de mise aux normes, il faut quand même savoir... Monsieur Raveau. Oui, excusez-moi. Il faut savoir quand même que c'est des travaux qui sont nécessaires et qui sont chiffrés et qui sont budgétisés, mais la mise aux normes en tant que telle, commission de sécurité, établissement recevant du public, ce sont des établissements qui sont parfaitement aux normes et les prescriptions qui ont été émises sur le fonctionnement n'ont pas été questionnées, enfin ont été validées et les équipements en l'état sont tout à fait fonctionnels. Ce qui nous a rassurés aussi pour l'acquisition de cet équipement. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Alors, est-ce qu'on inverse? Oui, on va passer à... Alors, justement, pour compléter, je vais vous demander de modifier un petit peu l'ordre du jour. On passera à la délibération 22 en dernier. Et on va passer tout de suite à la délibération numéro 23 sur le personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs présenté par Monsieur Leroy ce soir en l'absence de Madame Chevalier. Oui, merci, exceptionnellement. Donc je vais commencer par les mouvements de personnel. Donc pour compléter donc ce qui a été dit, l'acquisition donc des équipements de Carlane viendra augmenter le volume des espaces en gestion par les services de la ville et alourdir donc la charge de travail. On vient d'en parler. Et pour ça, il faut donc un technicien bâtiment, donc au sein des infrastructures relevant du cadre d'emploi des techniciens. Donc pour le suivi des contrats et les autres travaux du bâtiment, donc on vient d'en parler, et d'un assistant administratif, là aussi on en a parlé, donc au sein du service vie associative de la direction culture et de la vie associative, donc relevant lui aussi du cadre d'emploi des agents administratifs. Donc c'est deux recrutements, donc voilà, je complète aussi ce qui a été dit, ces deux recrutements donc à temps complet seront lancés de façon à faire correspondre l'arrivée des nouveaux agents avec ceux des équipements, donc début janvier de l'année prochaine. Donc je vais continuer dans les mouvements avant de repasser aux nominations. Donc à la direction infrastructure espace public, au service espace vert, donc suite au prochain départ de 2 jardiniers à temps complet et de la chef d'équipe espace vert à temps complet également, il convient de lancer une procédure de recrutement afin d'assurer le remplacement de ces 3 agents. À la direction éducation, service, école, il nous faut remplacer un agent d'entretien et de restauration à 35e sur le départ, ajuster le temps de travail d'un agent exerçant des missions d'entretien, de restauration et de surveillance des abords des écoles, donc passons de 13 à 16 35e, et de lancer dès à présent une procédure de recrutement pour veiller au remplacement de référentes d'équipe 25-35e partant bientôt à la retraite. Direction éducation, toujours mais au service enfance, il nous faut faire suite au départ et donc à veiller à le remplacement d'un animateur à temps complet et de 2 autres à 33-35e. Enfin, service restauration de la direction éducation, en prévision du départ du responsable de la restauration et de la vacance de poste du chef de production qui sera amené à prendre la relève, nous souhaitons veiller à leur remplacement. Au niveau des nominations, donc 2 agents. Je remonte dans la délib. Ça vous va? Oui. 2 agents de la direction des ressources humaines ont été reçus au concours d'adjoint administratif principal de 2e classe et ont été inscrits à la liste d'aptitude. Il est proposé ce soir de les nommer sur leur nouveau grade à compter du 1er septembre 2023. Et de la même façon, il est proposé de permettre la nomination d'un agent actuellement technicien principal 2e classe à technicien principal de première classe, ce dans le cadre des avancements de grade à compter du 1er septembre, là encore. Le tableau des effectifs devra être mis à jour. Donc pour tout ça, au vu de la loi de décembre 2019, à l'issue d'une procédure respectant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, le recours à un contractuel est envisageable. Vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Roulet. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est vrai qu'on peut anticiper, on peut aussi ne pas se précipiter. On remercie pour les explications données en conseil qu'on découvre pour la plupart d'entre nous, notamment sur l'achat de Carlane, des bâtiments et du stade de Carlane. On aimerait avoir plus de temps, plus d'explications, que ça passe d'abord en commission et qu'on ait le temps d'échanger, de discuter. Donc, anticipation, oui. Gestion prévisionnelle des emplois et des ressources humaines, on peut entendre, mais pas de précipitation. Donc, nous voterons contre cette délibération. Très bien, merci.
Madame Pinard. Ouais, je me permets si on peut interloquer, là, c'est passé en 2 commissions. 3. Donc là, les informations, on les a données en amont. Bien. Ces précisions étant dites, je vais passer au vote du coup. Donc qui vote contre? Donc 7 contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc la proposition est adoptée, moins 7 voix contre. Je redonne la parole à Monsieur Leroy encore pour les personnes. Donc là, on va passer aussi à la délibération 24, on reviendra à la 22 après. Donc là, c'est la création d'emplois non permanents suite à un accroissement saisonnier d'activité ou dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité pour l'année 2023-2024. Monsieur Leroy. Oui, donc en juin dernier, nous avions pris une délibération permettant à la ville de recourir à l'emploi de personnel contractuel non permanent pour assurer des tâches occasionnelles, saisonnières ou liées à un surcroît d'activité temporaire. Ces situations arrivent notamment dans le cas de surcroît d'activité, donc de renfort temporaire ou de saisonniers des services. Dans la délibération précédente, nous avions fermé cette possibilité aux emplois de catégorie C et B. Il est question ce soir de permettre ce même type de recrutement pour les emplois de catégorie A. Ces emplois doivent être créés par une délibération de l'Assemblée délibérante de ce soir. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante donc, de créer les emplois non permanents suivants et d'autoriser à recruter les agents en capacité d'exercer ces missions. Donc vous avez le tableau normalement sous les yeux. C'est pas le cas. Bon. D'acter que le taux d'utilisation de ces emplois et de répartition dans les services seront ajustés au plus près des besoins. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois qui peuvent être mobilisés. De fixer la rémunération par référence aux grilles indiciaires de chaque grade des cadres d'emploi en vigueur. D'attribuer le régime indemnitaire en vigueur à la ville de Bru en application de la délibération 22-17 du 28 février 2022, donc portant instauration du RIFSEP et de la délibération numéro 5 du 16 novembre 84 instaurant la prime de fin d'année et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc nous revenons à la délibération numéro 22 concernant le personnel. Et là, il s'agit des enquêtes de recensement de la population et de la vacation d'agents recenseurs. Madame Pierre. Merci. La loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes par son article 156 la préparation et la réalisation d'enquêtes de recensement de la population. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, une enquête de recensement de la population est réalisée tous les ans par sondage auprès d'un échantillon d'adresses. La ville de Bru doit donc organiser chaque année les opérations de recensement. Considérant la moyenne des logements à enquêter, il est nécessaire de recruter 4 agents recenseurs vacataires pour une période de 5 semaines pour assurer cette opération et de désigner un coordinateur de l'enquête de recensement. Compte tenu du fait que les opérations de recensement de la population se déroulent sur une période déterminée et qu'il n'est pas possible de définir le temps nécessaire à l'agent recenseur, il est proposé de recruter les agents recenseurs en qualité de vacataires. La mission attendue des vacataires dans le cadre des enquêtes comprend la préparation des opérations de recensement, réunion de préparation, formation, mise sous pli des questionnaires, reconnaissance géographique des logements sur le terrain, la réalisation des enquêtes à domicile auprès des habitants, distribution, collecte et instruction des questionnaires à compléter par les habitants. La mission du coordinateur de l'enquête comprend la prise en charge et l'organisation du recensement et de la campagne de communication, l'encadrement des agents recenseurs. Le coordinateur exerce sa mission en collaboration avec le superviseur de l'INSEE, assisté d'agents communaux coordinateurs adjoints. À compter du 1er janvier 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter chaque année 4 vacataires pour effectuer les enquêtes de recensement sur une période de 5 semaines, désigner par arrêté un agent communal coordinateur et des coordinateurs adjoints pour la durée de l'enquête de recensement qui bénéficieront d'une décharge partielle d'activité pour l'organisation du recensement, de la campagne locale de communication, l'encadrement et le suivi des agents recenseurs. Le coordinateur sera l'interlocuteur privilégié de l'INSEE pendant la campagne de recensement. Rémunérer la vacation des recenseurs selon les conditions suivantes. Au taux horaire brut du SMIC en vigueur correspondant à 30 heures au titre de la préparation de l'opération de recensement. 6,50 € brut par logement enquêté.
3 € bruts par logement non enquêté, propriétaire ou locataire absent lors des passages. Un montant forfaitaire complémentaire de 60 € bruts sera également versé à chaque agent recenseur dès lors que son taux de réponse au questionnaire par Internet est supérieur ou égal à 70%. Les frais de déplacement lors de la réalisation de l'enquête de recensement seront compensés en sus par le versement d'un montant forfaitaire de 122 €. La rémunération de l'agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Nous sommes arrivés à la fin des délibérations, donc de l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'autres remarques et d'autres questions, je propose de lever la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.